Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes en 1951. À cette époque, vous êtes un jeune homme. Votre avenir est devant vous avec plein de promesses, de réussite. Et puis votre cheminement personnel s'arrête pour faire vos classes. Comment avez-vous vécu ce moment? Alors en fait, il faudrait remonter quand même avant les classes qui ont débuté en 60, la période entre 52 et 60. Fin de la scolarité en 52. Et à ce moment-là, il faut décider quoi faire, ou continuer les études, ou travailler. Bon, continuer les études, dans mon cas, c'était pas possible, puisque la famille nombreuse, pas beaucoup de revenus, juste mon père travaillait. Donc, il fallait plutôt choisir la voie du travail. Et de l'apprentissage. Alors, justement, c'est là où on peut travailler, mais j'avais 14 ans à l'époque, donc pas de diplôme technique, pas d'expérience, évidemment. Donc, qu'est-ce qui restait? Effectivement, l'apprentissage. Parce que l'apprentissage, c'est rémunéré, on apprend un travail en étant payé, quoi. Et c'est pour ça que j'ai cherché la voie, dans quelle branche, etc. Mais moi, j'avais toujours été intéressé, depuis tout jeune, par les trains. Je voulais être conducteur de train. Donc j'ai dit, il n'y a qu'une boîte en France pour ça, c'est la SNCF. Donc je me dis, je vais passer le concours pour entrer à la SNCF. Pas de peau, j'ai loupé le concours. Bon. Mais j'ai pu quand même accéder à un autre poste. On m'a proposé de faire 3 ans d'apprentissage comme ajusteur, monteur électricien pour les locomotrices électriques. En fait, c'était la SNCF, j'étais content, j'ai accepté. Donc je suis parti là-dedans pendant 3 ans. Et donc on est en 55. Les événements de la guerre d'Algérie venaient de commencer un an plus tôt, parce que ça a commencé en 54. Oui, oui. Donc 55, vous êtes tout jeune. Vous êtes tout jeune. En 55, ben, j'ai 17 ans. 17 ans, Oui. c'est ça, oui. Et alors, donc, lors de cet apprentissage, vous rentrez à la SNCF. Est-ce que vous voyagez? Est-ce que vous participez, par exemple, est-ce que vous emmenez des convois, je ne sais pas, du fret ou des choses comme ça? Non. Ou vous êtes plutôt dans les ateliers? Alors, j'ai fait mes 3 ans. Bon, c'était en atelier, parce que mon ajusteur auto-électricien, donc c'est dans un atelier, il n'y a pas de sortie, rien du tout, c'est sur place. Par contre, à la fin de l'apprentissage, où on reste à la SNCF, on fait le travail pour lequel on a été éduqué, là, ou on va voir ailleurs. Et après réflexion, j'ai décidé de partir. Dans la SNCF, il y a des gens qui aimaient bien rester là parce qu'ils disaient c'est l'avenir, il n'y a pas de problème, c'est un boulot sûr, on est tranquille. Mais moi j'avais envie de voir autre chose, de prendre plus d'expérience et d'essayer donc dans le privé vers quoi je pouvais me diriger pour évoluer peut-être plus vite que la SNCF. Voilà. Et donc j'ai fait différentes boîtes, des petites, des grosses, des moyennes, bon, tout genre de boîtes, en tant qu'ajusteur, parce que monteur électricien, j'avoue maintenant, je ne l'ai jamais dit à l'époque, je ne comprenais rien à l'électricité. Alors, on va garder le secret. Bon, maintenant, il y a prescription. Mais j'ai dit, bon, ajusteur, ça va, je connais bien le boulot. Et c'était une bonne référence d'avoir fait son apprentissage à la SNCF. Donc, ce qui m'a permis d'évoluer dans des boîtes. Et à l'époque, en plus, il y avait plein de travail. Il y avait plus d'offres que de demandes d'emploi. Donc, j'ai cherché, en changeant souvent d'entreprise, à avoir un meilleur poste. Et effectivement, j'ai évolué au niveau salaire bien.
ça marchait bien parce qu'on pouvait changer de boîte et apprendre d'autres choses. Oui, mais à cette époque, c'était très facile. C'était très facile. Voilà, il y avait justement, il n'y avait pas comme aujourd'hui les problèmes d'emploi, etc. Et à l'époque, on pouvait quitter une entreprise, prendre 3-4 jours de repos, et le 5e jour, reprendre sans aucun problème son métier. Donc les entreprises cherchaient beaucoup de personnel et il n'y en avait pas assez en fait. Donc voilà, j'ai fait mes... Donc ça c'était jusqu'en 58. Et là, ça faisait déjà 4 ans que les événements de la guerre d'Algérie occupaient déjà plus ou moins le devant de la scène. Voilà. Mais vous, est-ce que vous, à cette époque, est-ce que vous étiez plus ou moins impliqué, ou est-ce que cet événement, des événements de la guerre d'Algérie, est-ce que ça vous parlait, ça vous touchait, ou pas du tout? Vous étiez, pour vous, c'était quelque chose qui était lointain et qui n'avait aucune importance? Bon, c'est vrai que ça nous touchait un peu parce que j'avais des relations, où la famille avait des relations avec des enfants qui partaient en Algérie. Et quand on voyait ce qui se passait, on disait, il n'a pas de peau, lui, partir en Algérie, c'était pas... C'était pas forcément l'idéal. Oui. Donc vous, finalement, le fait de ne pas partir encore à cette époque, vous aviez le sentiment que vous aviez de la chance, justement, de ne pas être appelé et de pouvoir exercer votre profession d'ajusteur. Vous étiez finalement un jeune homme content et heureux. Oui, en fait, j'étais pas trop baptisé parce que je me disais, bon, il se passe du temps, ça va peut-être pas durer non plus très longtemps. C'est pas certain que j'y aille, mais c'est tout. Ça, c'était pas non plus une obsession, quoi. Mais le temps passait et un jour, eh ben, j'ai été convoqué pour faire mes classes, disons. Et ça, c'était en 1960. Alors justement, vos classes, comment ça s'est passé? Quand vous avez appris, quand vous avez reçu cette convocation, d'abord, est-ce que vous aviez rendez-vous à la gendarmerie ou vous aviez rendez-vous ça pour faire vos classes? Non, alors, en fait, il y a eu une période de 3 jours. Voir si on était apte ou pas. Voilà, pour décider... si on n'avait pas les pieds plats, etc. Ça, c'était quand même 1 an avant le départ à l'armée. Les 3 jours à Vincennes, comme c'était bien connu. Et là, effectivement, c'est pour un examen physique, intellectuel, si on peut dire. Et vous êtes apte. Oui. Alors, quand on vous a appris que vous étiez apte, est-ce que vous avez ressenti quelque chose? Ou vous vous êtes dit, flûte, je suis apte, j'espère qu'ils ne vont pas m'envoyer là-bas? Disons, je savais que dans ce cas-là, j'allais partir un jour prochain en Algérie. Mais j'étais déjà content d'être apte, puisque moi, j'avais pas de... Oui, d'anomalie. D'anomalie, de malformation, etc., même intellectuelle, tout ça. Bon. Alors donc, 1 an après, donc là, c'est la convocation pour partir faire les classes. Et donc, c'était en 1960. Là, je ne me rappelle plus les dates exactes, mais grossièrement, en 60 déjà, vous êtes appelé sous les drapeaux, et là, est-ce que vous alliez embarquer justement pour traverser la Méditerranée et arriver en plein événement de la guerre d'Algérie? Oui, alors, on m'a d'abord envoyé, ce qui était obligatoire avant de partir en Algérie, dans disons, une base de préparation pour faire les classes, c'était en France. D'accord. Et alors, dans cette base de préparation, que vous a-t-on enseigné? Le maniement des armes? Ou là, vous êtes toujours resté dans votre branche d'ajusteur? Alors, moi, déjà, il faut que je vous dise que j'ai eu la chance de partir dans l'aviation. Ce qui n'était pas facile parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Et à l'époque, comme j'avais surtout travaillé en dernier lieu dans les usines d'aviation, j'ai pu
choisir À votre partir affectation. en aviation. D'accord. Hein, ce qui m'a plu parce que ça m'aurait un peu déçu de partir dans l'armée de terre. La marine, ça me dit rien, j'ai le mal de mer. Donc j'aurais mal 2 ans dans la marine. Donc je suis parti à la base aérienne de Compiègne, donc qui n'était pas loin de la région parisienne, pour faire 2 mois de classe. Et les 2 mois de classe, en fait, c'était, oui, la discipline, Le salut, la théorie, bien sûr. théorie, maniement des armes, effectivement, etc. Bon, c'était un peu long parce qu'en 2 mois, il n'y a pas besoin de 2 mois pour apprendre tout ça. Mais en fait, c'était la règle. Mais est-ce que déjà, quand vous étiez dans cette base de préparation, est-ce que vous y avez déjà noué des contacts avec déjà d'autres jeunes hommes avec lesquels vous avez retrouvé peut-être plus tard quand vous étiez à Blida? Ah, bien sûr, on noue des contacts, hein, parce que d'un seul coup, on est isolé de la famille. Donc, forcément, on trouve des copains sur place, ça va bien. Mais malheureusement, je n'ai retrouvé aucun après. Quand je me suis retrouvé en Algérie, je connaissais personne en fait. Mais pour en revenir à Compiègne, là aussi j'avais appris quelque chose de moi-même, parce que dans l'armée on ne l'apprend pas, c'est à faire le mur. Parce que déjà, C'est avec les défendu. copains, on venait juste d'arriver, on avait déjà envie de sortir de là-dedans. Oui, mais c'est normal, vous êtes jeune, donc les jeunes Oui, n'ont voilà. pas envie d'être Voilà, enfermés, ils ont Ouais. plutôt envie d'explorer l'extérieur, de vivre leur vie, quoi. Voilà. Et un jour, on s'est fait piquer, en dehors de la caserne, de l'autre côté du mur, si j'ose dire, ce qui nous a valu une punition. Hein. Bon, mais ça, c'est ce qui fait un peu Oui. l'apprentissage. Hein. Bon, on passe là-dessus, donc arrive le moment où... Vous embarquez. Je vais d'embarquer. Alors justement, là vous embarquez pour l'Algérie, qui à cette époque, on le rappelle, était un département français, tout comme la Lorraine et la Bretagne. Oui. C'est tout, c'est un département de plus. Alors, justement, quand vous avez ressenti que vous avez appris justement votre affectation et que vous alliez traverser cette Méditerranée, quels étaient justement vos sentiments à cette époque-là? Est-ce que vous avez une forme de crainte, de peur, ou quand vous êtes toujours jeune et insouciant, vous dites non, ça va être rigolo, ça va passer, on va rester 1 ou 2 mois, et puis ça va se terminer, et puis on va revenir rapidement chez nous? Non, au début, c'est l'angoisse quand même. Hein, parce que moi, je n'étais jamais sorti de France déjà. Puis je voudrais bien aller faire du tourisme à l'étranger, mais pas en Algérie, à cette époque-là. Alors donc, on était un peu angoissés, et avec les copains, tout ça. Mais il n'y avait pas d'autre solution. De toute façon, il fallait suivre le mouvement. Et puis... Alors justement, est-ce que vous avez souffert du dépaysement quand vous êtes arrivé? Est-ce qu'il y a eu un peu, comme on dit, le mal du pays? Est-ce que quand vous êtes arrivé dans ce nouveau département à l'époque, est-ce que vous êtes dit, oh là là, je ne connais pas du tout, il y a des parfums, des odeurs qui sont certainement nouveaux pour vous? Oui. C'était peut-être votre premier voyage à l'étranger. Oui. Est-ce que vous avez un sentiment d'être un peu comme un étranger vraiment dans ce département français? Non, vous avez dit dépaysement, effectivement, c'était ça. Au début, parce que déjà, bon, le climat, l'environnement, le paysage, tout était différent. Et en plus, on y pensait quand même, très éloigné de la famille. On savait qu'on n'irait pas en permission tous les 15 jours. Donc au début, c'était un peu difficile, mais ça n'a pas duré. Parce qu'il n'y avait que des jeunes là-dedans, évidemment. Les jeunes, ça redémarre vite. Ouais. Oui, ça s'adapte. Voir les bons côtés, voilà. Apprendre. Ouais. Et alors justement, est-ce que avant de partir, de traverser la Méditerranée, est-ce que vous avez eu connaissance de ce pays? Est-ce qu'autour de vous, vous avez déjà entendu parler de ce département, de ce qui s'y passait, ou pas du tout? Ou c'est vraiment au moment où vous avez été affecté et que vous êtes arrivé à la caserne de Blida que vous avez pris conscience de ce qui se passait réellement?
Alors, en fait, bon, je ne sais pas si c'est un intérêt à ce que je dise ça, mais quand j'habitais donc à Neuilly-sur-Seine, qui est une banlieue de riches, alors qu'on était pauvres, j'avais des copains arabes qui habitaient pas loin de chez moi. Le père était député français de l'Algérie. Et donc, ils avaient un hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine. Et les jeunes allaient à l'école avec nous, donc j'avais des copains et on parlait du pays, de leur pays. Et comment eux parlaient-ils justement de leur pays? Alors, justement, à l'époque, ils disaient que c'était un super pays, très beau, etc. C'était leur pays, c'est bien. Ils m'expliquaient tout ça, le climat, le bord de mer sympa, les montagnes, etc. Mais on évitait de parler de ce qui se passait réellement. L'aspect politique, c'était Exclu. exclu. Oui. Et vous-même, vous n'en avez jamais fait justement la demande, vous n'avez même pas essayé de parler justement de cette situation politique avec vos amis proches? Non, en fait, je ne m'intéressais pas du tout À la à la politique? politique. Bon, on avait des nouvelles, bien sûr, on voyait dans les journaux, etc. Même les grandes personnes en parlaient des fois. Mais c'est tout, ça s'arrêtait là, puis ça partait vite. Oui, puis quand on est jeune, on a d'autres préoccupations. Voilà. C'est surtout ça. Hein. Oui. Alors, une fois que vous êtes arrivé sur le sol algérien, donc vous êtes sur le bateau, vous faites la traversée, une fois que vous êtes arrivé sur le sol algérien, qu'avez-vous fait dès les premières heures? Est-ce que vous vous souvenez des premières heures dès que vos pieds ont foulé le sol face au département français? Est-ce que vous vous souvenez? Vous voulez dire à la descente du bateau, par exemple? Oui, à la descente du bateau. Quoi. Déjà, Voilà, vous descendez oui. avec vos bagages. bagages, ouais. À ce moment-là, qu'avez-vous ressenti? Ça y est, je suis dans la Disons, mouise. on a été un peu surpris de voir cette ville, Alger, blanche, Alger la Blanche. On la trouvait belle. Les gens, ça se baladait normalement dans les... Est-ce que vous avez été sur le port? Est-ce que vous avez été accueillis? Est-ce qu'il y a d'autres appelés? Est-ce qu'il y a un contingent qui est venu vous accueillir? Ou alors on vous a vraiment débarqué comme ça et puis hurlé jeunesse? C'est ça, oui. Non, là, il n'était pas question de venir avec un collier de fleurs et tout ça pour... hop, tout de suite, direction les autocars et... Oui. Hop, Direction dégage, Blida. oui. Mais la première impression, elle était bonne au niveau du pays, quoi. Hein. Parce qu'en fait, on ne voyait pas qu'il y avait une guerre. Il n'y avait rien, on ne voyait même pas de... Mais là, c'était quoi? C'était en 60? Pourtant, il y avait C'était déjà... en 60. Pourtant, il y avait déjà eu Oui. des attentats, puisqu'il y a eu Oui, il y a eu le jour de la Toussaint qui a été le début, puis après, même avec l'OAS qui a commencé à faire des actions, etc. oui, effectivement, oui. Et malgré ça, malgré tout cela, quand vous êtes arrivé, vous n'avez absolument pas ressenti, je dirais, cette tension. Non. J'ai trouvé ça, justement, j'ai trouvé ça bizarre, parce qu'il dit c'est plutôt calme. Hein, les gens ont l'air normaux, disons, ils ne vont pas affoler, ils ne rasent pas les murs, rien. Enfin, bref, la première impression était bonne. Et de là, donc, le débarquement directement conduit à la base aérienne, moi, pour ma part, de Blida, qui est à environ à 60 km au sud d'Alger. Une base qui comptait à peu près 2000 personnes. Et alors, le long du trajet entre Alger et Blida, bon, effectivement, vous avez quitté Alger, donc vous êtes arrivé là plutôt dans la campagne algéroise. Est-ce que pendant ce trajet, vous avez ressenti des choses? Est-ce que vous avez vu, par exemple, je ne sais pas, des attroupements, des tensions par rapport avec les villageois, les Algériens ou pas du tout? Alors toujours rien. Toujours rien. Au contraire, on admirait la campagne parce qu'il y avait des vergers partout, il y avait de la culture. Un peu en dessous d'Alger, c'était une plaine fertile quand même. Donc on n'a pas été déçus de... Je sais pas, mais
il n'y avait rien qui nous faisait voir encore là qu'il y avait une guerre. Enfin, qu'il y avait quelque chose de Voilà. dramatique qui s'y déroulait, quoi. Voilà. Alors, vous arrivez à la caserne de Blida, vous êtes un jeune appelé, vous avez donc passé 2 mois à Compiègne en faisant vos classes, vous arrivez à Blida, alors là, vous descendez du car, et que faites-vous? Est-ce que vous recevez déjà des ordres? Est-ce qu'on vous forme? Comment ça se passe concrètement pour un garçon, enfin pour un jeune adolescent tel que vous? Alors, à l'arrivée, bon, d'abord l'installation dans les casernes, c'était des grands bâtiments avec des chambres, Des chambrées, il y avait quoi? des chambrées avec des lits des lits superposés. Comme il y en avait 2, 3, c'était Ouais, 3, ben 3. alors, oui, plus ou moins, et des chambres petites avec beaucoup de lits dedans. Hein, c'était les travées entre les lits, c'était un labyrinthe un peu. Mais bon, peu importe. Hein. Déjà, là, on était placés. Ensuite, on nous a fait un topo sur la base. Sur le fonctionnement de la base. Fonctionnement, installation, etc. Levé au clairon ou pas? Ah oui, Le matin, oui, le- oui. Ah bah, oui, ça c'est obligatoire. Et en fait, bon, on s'adaptait vite. Hein. Oui, mais c'est ça la particularité des jeunes, Voilà. c'est qu'il y a un temps d'adaptation qui Oui. est phénoménal, Ouais. qui est très court. Donc on s'adapte, dès qu'on nous met quelque part, en quelques temps, allez, en l'espace de quelques heures, on est adapté. Donc vous êtes dans cette caserne. Est-ce que là, justement, est-ce que vous avez commencé à nouer déjà des premiers contacts avec les uns et avec les autres? Est-ce qu'il y avait des affinités plus avec un tel qu'avec une autre personne? Effectivement, comme par exemple quand vous rentrez dans une entreprise en tant que nouveau, vous voyez tout de suite avec qui ça pourrait coller, etc. Il y a des têtes qui ne vous reviennent pas. Bon là, c'était pareil. Hein. Il y en avait dit, j'espère que je ne vais pas être à côté de lui. Mais en fait, on nous a laissé nous organiser comme on voulait. Donc, moi, j'ai réussi à me caser avec des gars sympas. Donc, pour ça, pas de problème. C'était bien. Et puis après... Alors la première nuit dans une chambrée comme ça, parce qu'on n'a pas l'habitude, vous êtes jeune, même si on est jeune, même si on s'adapte, on a surtout peut-être l'habitude de dormir dans une chambre, soit avec un frère ou une sœur, etc., mais pas dans une chambre où il y a 30 ou 40 bonhommes, les uns sur les autres. Alors votre première nuit, comment s'est-elle passée? Est-ce que vous avez réussi à dormir? Est-ce que vous avez réussi? Ou alors vous étiez toujours un peu connecté en me disant, mais qu'est-ce que je fiche là? Alors, la première nuit, bon, ce qu'il y a, on aurait dû mal dormir normalement, hein, parce que l'environnement n'est plus le même, il n'y a plus rien qui correspond à nos habitudes. Mais comme vous dites, c'était la première nuit, on était crevés après le débarquement, etc., la traversée, le débarquement. Donc, pas un bruit de toute la nuit, hein, c'était calme, tout le monde roupillait à fond. Donc ça s'est très bien passé, quoi. Et puis les jours d'après, ben, petit à petit, on s'est adapté, et puis c'est tout. Il n'y avait aucun problème pour ça. Alors justement, quel est le déroulement un peu de votre journée pendant cette période à Blida, dans la caserne? C'était quoi finalement la chronologie d'une journée? Donc le matin, levé au clairon à quelle heure? 5 heures, 4 heures, 8 heures? Il y avait une grasse matinée? Non, c'était plutôt vers, disons, 6h30. 6h30. Et alors après, une fois le lever, c'était quoi alors? Ah bah, après, tout le monde, je ne veux pas dire aux douches, hein, c'était plutôt des grands bacs muraux, Oui, un avec peu tous les robinets en enfilade. comme dans les colonies, quoi. C'est un grand Voilà, lavabo voilà, c'est exactement avec ça. des robinets, Et puis chacun voilà. prend son robinet, quoi. Voilà. Ensuite, c'est le petit-déj au mess. Enfin, le mess, j'appelle ça le mess, mais en fait, c'était la cantine. La cantine. Le mess, c'était pour les sous-officiers. Alors, est-ce que la question que l'on se pose souvent, c'est est-ce qu'en étant dans ce corps et en étant dans ce département à caserne de Blida, la nourriture, elle était comment? Parce que est-ce que c'était une nourriture avec des références de culinaire française, ou alors c'était plutôt une adaptation à la cuisine algéroise? Non, en fait, c'était français. C'est français? C'était les bouffes classiques. Bon, Pâtes, c'était pas la même chose. Oui, c'était pas la même chose que chez soi parce que
c'était limité, puis c'était la grosse bouffe, quoi, si je peux dire. Cuisine immense, etc. 2000 personnes. Voilà. Mais chacun, enfin, il y avait, tout le monde ne mangeait pas en même temps quand même. Il devait y avoir des. Ah non, non, tout le monde ne mangeait pas en même temps. Non, c'était pas possible. Mais Donc après donc le petit déjeuner, donc c'était quoi? C'était. alors, il faut que je vous dise quand même qu'à l'arrivée, on nous a donc indiqué les postes qu'on allait occuper. D'accord. Donc vous saviez déjà quel est le poste que vous allez occuper? Eh ben non, je ne savais pas. Et j'espérais bien avoir un poste qui correspondait à ce que j'avais fait avant. Mais ajusteur chez les militaires, bon, il y avait des ateliers de mécanique hein, sur les bases aériennes. Mais j'ai eu la chance d'avoir un poste de ravitailleur technique. C'est-à-dire qu'il fallait approvisionner les ateliers pour l'entretien, la réparation de tout le matériel roulant et des hélicoptères. En fait, c'est un travail de bureau. Voilà. Donc je me suis retrouvé dans un bureau, avec des horaires de bureau. Et ben, moi, ça me convenait très bien parce que ça m'a bien plu. C'était un boulot, donc... Mais vous avez eu quoi? On vous a quand même formé pour passer d'ajusteur? Formé, oui, mais vite fait. Voilà. Il faut commander des pièces en France. On a des problèmes ici sur la base. Ici, il n'y a pas tellement de stock. C'était quoi les pièces que vous demandez? C'est des pièces pour les tanks, pour les armes, pourquoi? Pour le matériel agricole? Pourquoi? Tout le matériel militaire roulant. Bon, les camions, les jeeps, les voitures, les Half-Track à l'époque, il y avait. Et aussi pour les hélicos. Et alors ça, on nous a expliqué donc chaque pièce a une référence. Vous faites des listes de ce qu'on vous commande à l'atelier et vous commandez ça en France. Il y avait des bases en France exprès pour ravitailler l'Algérie. Donc quand vous faisiez après vos références et quand vous passiez vos commandes, vos commandes, vous les passiez par quoi? Aujourd'hui, on passe par Internet. Et à l'époque, c'était quoi? C'était par fax? C'était par quoi? Par téléfax? C'était par une copie? C'était un pigeon voyageur? Oui. Quelle était finalement entre la commande, votre référence et la commande en France? Comment vous envoyez justement cette commande? Alors, les commandes, elles partaient avec le courrier de la base. En avion, quoi. Ouais, voilà. Ou alors, si c'était urgent, donc je téléphonais aux ateliers de France pour dire ouais, il faudrait ça ou ça. Parce qu'il y avait quand même quelquefois des urgences, il y avait des engins qui ne pouvaient plus rouler du tout, etc. Bon, et ça vous prenait toute la journée? Ah oui, mais en plus, il y avait beaucoup de monde. On était au moins, je sais pas, une quarantaine pour faire ce boulot. Ah oui, mais c'était vaste. Hein. Aviez-vous plutôt une spécialité? Est-ce que vous étiez plus dans les camions ou où c'était vraiment où tout le monde avait... Non, alors moi, comme vous l'avez dit, je faisais que le matériel roulant, donc voiture. Oui, mais dans le matériel roulant, est-ce que vous aviez une spécificité? Non. Est-ce que c'était juste uniquement les voitures, les camions? Non, c'était tout ce qui roulait. Tout le matériel roulant et les hélicos. Voilà, c'est tout. Et je voulais vous dire aussi qu'en fait, on n'était même pas assez de bidas pour faire le travail parce que dans la base, il y avait des civils algériens qui travaillaient avec nous. Donc d'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi, avec tous les militaires qu'il y a là, peut-être qu'il y en a beaucoup qui ne convenaient pas, je ne sais pas. Enfin bref, ou alors c'était peut-être pour ne pas, disons, comment je pourrais dire, pour que ces gens-là participent, quoi. Oui, qu'ils ne se sentent pas exclus. Voilà. Mais alors, justement, pendant tout ce temps, bon, vous êtes dans votre bureau, est-ce que déjà, vous commencez déjà à vous poser des questions sur ce conflit entre la France et l'Algérie? Est-ce que déjà, vous étiez un peu plus conscient ou vous aviez toujours, je dirais, un peu cette forme d'insouciance de jeune homme? Non, ben en fait, on ne se posait pas trop de questions. Parce que, bon, on aurait été, par exemple, j'aurais été dans l'armée de terre. On se retrouvait
dans le Djebel, Mais au front, là, c'était au front, différent. sur des pitons, etc. Alors là, on pourrait se poser des questions, mais sur la base, il n'y avait rien, c'était complètement fermé, très bien isolé, très bien gardé. Donc vous aviez vraiment le sentiment d'être exclu de tout ce qui se Voilà, passait, quoi. on savait oralement ce qui se passait. Non, la seule chose, c'était la garde. Là, on se retrouvait vraiment dans le système militaire. Là. On était obligé, tous les 3 jours, de monter la garde, la nuit. Et là, vous avez vraiment le sentiment de vivre quelque chose de bien particulier? Oui, parce que c'était le seul contact qu'on avait, on peut dire, avec l'extérieur. Parce que la garde, c'était des miradors individuels, je ne sais pas, tous les 30 mètres? Oui, 30 mètres ou environ, quoi. Donc individuel, parce qu'il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait monter dedans, environ à 2,50 m au-dessus du sol. 2 heures de garde, 2 heures de sommeil, 2 heures de garde, 2 heures de sommeil. Ça devait être de 19 h du soir à 6 h du matin. Voilà, tous les 3 jours. En fait, le plus pénible, c'était ça. Bon, mis à part un peu au début. Hein. Au début, ça fout un peu les jetons quand même. La nuit, bon, on avait une lumière qu'on n'allumait pas, mais qu'on pouvait allumer pour voir ce qui se passait de l'autre côté. Surtout que de l'autre côté, c'était que des orangeries sur des hectares. Donc, vous voyez, c'était pas dégagé. Alors là, ça faisait un peu peur quand même, au début. Mais après, c'était la routine quasiment. Alors, donc là, on a vu un peu votre journée. Et puis, quand on est comme ça, quand on fait son service, il y a aussi le moment que l'on attend, c'est la perme. Là, on se dit, waouh, super, chouette, je vais pouvoir aller, je vais sortir de ce lieu, et puis je vais pouvoir m'encanailler. Alors, comment ça se passait justement? Et que faisiez-vous lors de vos permissions, justement? Alors là, ça, c'était le principal souci des bidas. Aller en perme au maximum, mais c'était pas évident parce que c'était plutôt limité les permes. Bon. Vous avez une perme tous les combien? Une fois tous les mois? Une fois tous les... C'est-à-dire, c'était pas établi d'avance. Il suffisait de demander, on vous dit oui ou non. C'est tout. Donc, en fait, vous auriez pu demander la perme toutes les semaines, alors? On aurait pu, mais on savait très bien, on nous avait prévenu, on dit c'est pas la peine, vous n'en aurez pas. Hein? Donc, à peu près tous les 15 jours, on pouvait. Alors, comment ça se passait? Et puis, quelle était la durée de la perme? Est-ce que c'était sur un certain nombre d'heures, une journée, ou 2 jours, 3 jours? Alors, on pouvait avoir une demi-journée. C'est court quand même, non? Oui, mais c'était juste pour aller dans le petit village à côté, par exemple, disons, sortir de l'enceinte militaire. Ou une journée complète, ça permettait d'aller un peu plus loin. Ou alors, carrément, 2 jours. Alors là, 2 jours, c'était la fête, donc là, c'était... Alors ça, c'était bien. Parce que, j'avoue que on faisait un peu les fanfarons avec des copains, on était 6. On avait acheté une grosse voiture américaine, une vieille bagnole, une Buick Height, V8, etc., le rêve. Mais pas cher, hein, c'était pas cher là-bas. Et en plus, l'essence, quand on voit les prix maintenant, là-bas c'était dérisoire. Ah oui, puisque l'Algérie est aussi un producteur. Ouais. Donc, ce qui nous permet. Alors, comment vous l'aviez acheté, cette Buick, alors, cette voiture? À quelle occasion vous avez eu la chance de l'acheter? C'était quoi? C'était avec ce que vous touchiez, avec votre... Oui, la solde. Bon, c'est vrai que la solde, elle est petite au début. Parce que c'est le temps... Dans l'armée, à cette époque-là, il y avait le temps légal, et il y avait le maintien sous les drapeaux. Après, je crois que c'était 1 an, et puis après... Le reste, c'était en maintien sous les drapeaux. Ce qui était plus long que le temps légal, d'ailleurs. Donc, il y avait une petite solde. Et réunis à plusieurs... ça fait une grosse... La voiture, on avait peut-être payé 600 francs à l'époque. Bon, c'était rien. On était 6, donc ça allait, quoi.
Alors ça, par contre, ça nous a permis d'aller loin et de visiter le pays. Mais là, justement, parce que ça, cette voiture, elle vous a permis de sortir, d'aller loin, mais où était-elle garée? Alors, à l'enceinte de la caserne? on avait le droit d'avoir une voiture à l'intérieur de la caserne. Et par contre, on n'avait pas le droit de sortir en civil. Donc, on avait dans le coffre le vestiaire, parce que le coffre de la bagnole était large. Immense, c'est immense. Et dès qu'on avait fait quelques kilomètres dehors, hop, Vous vous arrêtiez là. on se planquait dans un petit bois ou je ne sais pas quoi, et tout le monde changeait de costume, quoi. Alors, avec cette voiture, ça vous a permis de visiter la région. Vous êtes allé jusqu'à Alger. Oui. Est-ce que là, quand vous êtes arrivé à Alger, est-ce que vous sentiez les tensions? Pas du tout. Alors c'est vrai qu'au début on se méfiait parce que quand on est sorti au début, on disait bon on sort, c'est bien, on nous a prévenus, hein. Il y a des attentats, il y a des mines des fois. On dit ouais bon ben, ou on reste enfermé toute notre vie là. Donc en fait on a négligé tout ça, on est sorti et on n'a rien vu de spécial sur les routes, comme toujours on n'a rien vu de spécial. Moi, j'ai pas compris, moi, j'ai été favorisé, je sais pas. En tout cas, on allait jusqu'à Alger. En plus, on avait loué, ce qui n'était pas cher non plus, un petit appart à Alger, pour pouvoir passer, on avait 2 jours quand on avait 2 jours. Pour passer la nuit. Voilà. Et alors, comment ça se passait justement, alors, cette vie avec, au sein de ce groupe de 6 garçons, comment ça se passait? Est-ce qu'il y avait, par exemple, le soir, est-ce qu'il y avait des soirées alcoolisées? Est-ce que vous parliez des filles? Est-ce que vous alliez au cinéma? Comment se passaient réellement ces journées? Une fois que vous étiez en civil, vous arrivez avec cette grosse américaine à Alger, donc vous étiez voyant quand même, parce qu'une oui, oui. bulle, ça se voit quand même. Ah bah, c'est sûr. Oui, mais bon, disons, on se baladait dans Alger en civil. Donc, comme tous les gens du cru, quoi. On visitait Alger, on allait même au resto, boire un coup, une terrasse, etc. Mais surtout, le principal, c'était plus d'aller en bord de mer. On allait à Tipaza, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Tipaza, c'est pas très loin. Et c'était une belle plage. Et on allait là parce qu'il y avait des petites guinguettes. Hein, c'est extraordinaire. En pleine guerre, il y avait des guinguettes sur la plage, avec un orchestre et tout. Et nous, ben, on aimait bien aller là-dedans parce que, comme vous dites, il y avait des filles. Parce qu'à la base aérienne, ah ben, il n'y a pas de filles. Il y avait des filles, mais elles étaient gradées, pas touchées. Ah. Donc, dans ces guinguettes-là, on essayait de se faire des relations, etc. Mais là, je dois avouer que c'était pas facile là-bas. Parce que les filles, elles se méfiaient de tous les militaires. Ils avaient peut-être eu des problèmes auparavant, mais pas question de draguer et de sortir avec une fille comme ça sur le champ. Oui, puis en même temps, à l'époque, enfin c'est vrai qu'à cette époque, dans les années 60, il y avait aussi une forme concernant la condition de la femme, c'était pas facile, puisque la femme n'avait pas encore à cette époque le droit d'ouvrir un compte en banque. Elle était quand même complètement sous l'emprise de l'homme. Elle devait, même quand on se mariait, on disait bien que c'est l'homme qui est le chef de famille et que la femme devait uniquement, finalement, rendre la famille heureuse. Donc c'est vrai que les conditions de fréquentation à votre époque étaient totalement différentes par rapport à aujourd'hui. Il y avait beaucoup de restrictions. C'est sûr. En France, c'était la même chose. Hein. Oui, non, mais bien sûr, en France, c'était pareil. Que ça soit, en Algérie ou en France, c'était la tendance en France. Hein. Ouais. Alors, si on trouvait une fille qui nous plaisait... Alors, comment ça se passait? Justement, on l'invite à danser, etc. Bon. Elle avait l'air de s'intéresser un petit peu à nous, mais il n'était pas question qu'on vous ait dit de sortir avec elle. Il fallait absolument qu'elle nous présente à sa famille, tout de suite. Et pour que les choses soient claires. Oui, mais les bidasses, parce que, pas fou, on était prévenus, faites gaffe, si vous rentrez dans la famille, vous êtes cuits.
Ils vont vous forcer à épouser la fille si vous voulez la garder. Et alors, donc, alors comment vivez-vous ces relations alors? Ah bah... C'était des relations sans lendemain? je n'allais pas dire une grossièreté, mais on repartait le soir, on n'avait rien. D'accord. Vous Rien rentriez rien bredouille, d'intéressant. quoi. Ouais. Mais vous aviez quand même échangé des danses. Oui, oui, voilà, c'était c'est ça. quand même sympa par rapport à tous ceux qui ne pouvaient pas sortir. Alors, pendant toute cette période où vous êtes à la caserne de Blida, est-ce que vous receviez des nouvelles de votre famille? Est-ce que vous avez des nouvelles de Paris? Est-ce que vous aviez également des nouvelles de ce qui se passait entre la France et le département qui allait devenir un pays de l'Algérie? Oui, oui, bien sûr, on avait des nouvelles pour, pour la vie en général, tout ce qui se passait en France, en Algérie, etc. Mais c'est surtout avec la famille qu'on n'avait pas grand-chose, parce qu'il n'y avait que le courrier. Il n'était pas question de téléphoner, et le portable n'existait pas déjà. En plus, on ne pouvait pas téléphoner, sauf cas exceptionnel. Donc c'était que par courrier. Et les courriers, ils n'arrivaient pas vite, parce que l'Ibida s'était servi en dernier. Hein. C'était pas des prioritaires, disons. Alors on arrive vers avant la fin, c'est-à-dire qu'on va arriver vers les années 62, c'est là où tout se termine finalement pour vous. Enfin, en Algérie, vous quittez la caserne et vous repartez, vous revenez en France. Alors comment sont passés les derniers moments à la caserne? Comment vous les avez vécus? Avant d'arriver si près du but, je voulais vous dire quand même que à partir du moment où on est tombé dans le maintien sous les drapeaux après le temps légal, de ce coup la solde, elle a été bien élevée par rapport à ce qu'on avait. Ce qui nous a amélioré parce que sur la caserne, il y avait quand même ce qu'on appelle le foyer, où on pouvait acheter tout un tas de choses. Oui, donc cette solde vous a permis d'avoir quand même, je dirais, un confort de vie Voilà. qui était plus agréable. Oui. Donc à la fin, comment vous l'avez vécu à la fin, quand vous avez appris l'indépendance? Donc ça s'est fait, si j'ai bonne mémoire, le 4 juillet 62. L'Algérie proclame son indépendance. Vous, à quelle époque vous êtes parti? En fait, moi je suis parti, c'était en 60, je suis parti. 60. Donc 2 ans avant, finalement. 2 ans avant, oui. Donc finalement, vous êtes parti à la bonne époque, puisque enfin, le plus gros, quand même, a été le plus gros des attentats, tout ce qui était très très meurtrier, c'était entre 60 et 62, Oui. où justement, l'OAS a fait son apparition, Ça, parce que c'est le général de Gaulle Oui, avait oui. dit préalablement l'Algérie française, et puis qu'il avait abandonné, qu'il avait lui opté pour justement l'indépendance de l'Algérie. Alors, dans toute cette époque, finalement, on a le sentiment que entre Jean-Louis Loison et les événements de la guerre d'Algérie, il y a eu comme s'il y avait 2 vies parallèles, c'est-à-dire finalement, vous vous êtes jamais croisés avec ce conflit. Non, c'est vrai, en fait. Vous avez une chance inouïe. Ça ne nous a pas marqué, parce qu'on était cloîtrés un peu, si j'ose dire, dans cette base-là, où on n'avait pas de contact À l'extérieur. avec, je ne veux pas dire les ennemis, mais je sais pas comment Enfin, avec ce conflit, avec les uns, avec les autres, mais en même temps, souvent, l'OAS a fait beaucoup de mal. On parle aussi du FLN, du Front de Libération Nationale, mais aussi il y a aussi l'ALM, qui a fait aussi beaucoup de mal, hein, puisque au début, c'était le FLN qui a été scindé en 2. Oui. Et c'est vrai qu'entre 60 et 60... Ça m'a marqué, j'ai dit, ça c'est super, parce qu'en France, ça coûte cher, on ne l'a pas du premier coup souvent, même à l'époque. Alors j'ai dit, ça c'est une bonne affaire. Bon, enfin, pour en revenir à la fin de mon séjour, Oui, parce que finalement, on peut dire que c'est un séjour que vous avez fait. c'était un séjour pas touristique, mais presque. Presque, hein. Oui, C'est incroyable. on a connu les environs. Il y avait pas loin, il y avait les gorges de la Chifa, je ne sais pas si vous connaissez ça aussi, c'était super. Il y avait même des singes là-dedans, dans les gorges de la Chifa, ce qui n'était pas loin. Il y avait plein de choses à voir là-bas. D'ailleurs, je m'étais dit, un jour, je retournerai en touriste. Je n'y suis pas encore allé. Et vous- J'ose pas. Et pourquoi vous... J'ose pas parce que depuis, il y a toujours eu des problèmes là-bas. Contrairement au Maroc, en Tunisie. Oui, mais c'est différent, les deux étaient sous le protectorat, c'est donc ça, c'est pas voilà. du tout pareil. Hein. Ouais.
Alors donc, 100 jours avant la fin de mon temps, quoi, c'est ce qu'on appelle La quille. la quille. Alors comment on fait la quille alors? On décompte tous les jours. Oui. On décompte. Parce que même si on n'était pas trop mal, il y en avait un peu marre quand même. Ça faisait quand même 2 ans, plus de 2 ans. J'ai oublié de vous dire qu'on avait droit qu'à une perme en France. Et moi, je suis rentré donc à peu près au milieu du temps. Je suis rentré 3 semaines en France. Et puis c'est tout. C'était la seule perme en France. Donc c'est pour ça qu'on avait vraiment envie de repartir. Ça suffisait. Mais c'était plus cool. Plus le temps avançait, plus c'était cool. Même les gradés, c'était plus cool. Je le savais, je connaissais. Donc ça s'est bien terminé, si je peux dire. Content de partir, pas embêté, pas de problème. Bon, ma foi, le temps était fini. Je dis au revoir. Puis... Voilà, bah écoutez, en tout cas Jean-Louis, merci. Le dernier volet sera justement, donc à partir du moment où vous avez quitté cette caserne, et vous allez revenir sur le territoire national. Puis là, vous allez nous raconter donc de cette année de 60 jusqu'à aujourd'hui.